Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est vraiment une soirée exceptionnelle puisque notre invité d'honneur, c'est notre cher ami Bénédicte Meze-Redfinski qui est avec nous depuis le début. Journaliste et aussi enseignante, n'est-ce pas? Ce qui est Oui, aussi intéressant de notre point de vue quand nous essayons ici de voir France et langue étrangère de plusieurs facettes. Toi, en tant que journaliste, nous donne aussi un nouveau volet, comment on peut apprendre ou enseigner la langue avec des outils un peu différents, c'est-à-dire que ce sont pas des manuels, mais plutôt les documents authentiques. Alors, Bénédicte, tu es directrice et rédactrice en chef d'un journal qui fait vraiment, comment dirais-je, qui fait le top 15 de tous les petits journal.com. Parmi, je viens d'apprendre, 78 éditions, oui, oui, c'est mondiales. ça. Ouais. Le petit journal Varsovie. Est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots qu'est-ce que c'est le petit journal? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, Kacha, de ton invitation. Et c'est un plaisir vraiment de soutenir Flévolution. Et vraiment bravo d'ouvrir la langue française sur des terrains concrets et abordables comme la littérature et de la rendre comme ça, de la démocratiser et de la rendre plus, plus facile d'approche. Alors, le petit journal, c'est né en fait de l'idée d'un journaliste il y a 25 ans exactement, qui était expatrié au Mexique et ne parlant pas espagnol. Donc 25 ans en arrière, c'était les débuts d'Internet. Et il s'est retrouvé dans son bureau avec un ordinateur, une connexion Internet, et il s'est dit, je vais créer un journal en ligne. Et à cette époque, ça allait à contre-courant de ce qu'on faisait, puisque la démarche normale, c'était de créer un média papier. Et lui, en fait, il a été extrêmement visionnaire. Il a créé un média 100% en ligne, qui, donc, d'abord à Mexico, et puis ensuite, qui a fait plein de petits, donc plein de capitales du monde entier, jusqu'à être donc 78 aujourd'hui, plus une Formidable. édition francophonie à destination des enseignants et des personnes travaillant dans le milieu francophone. Et donc, dans tous les pays du monde, quasiment, nous sommes sur tous les continents. Et l'édition polonaise, elle a été créée il y a exactement 20 ans, en décembre 2006. Donc, avant les autoroutes en Pologne, avant plein de choses, c'était un autre monde. Et depuis 20 ans, le petit journal accompagne comme ça l'évolution de la Pologne. Oui, super. Ouais. Et accompagne évolution, mais accompagne aussi Fluvolution, n'est-ce pas, depuis Oui. le début, puisque avec Fluvolution, mais aussi toi avec Atelier littéraire Gdańsk, tu as interviewé des écrivains, Hervé Letellier, Patrick Deville, Philippe Claudel, Brigitte Giraud, vraiment, c'est ton métier et tu vas nous dévoiler aujourd'hui quelques secrets, justement, comment interviewer un écrivain, une écrivaine. Merci. Alors, oui, moi, aujourd'hui, je dirige donc ce média en ligne, le Petit Journal, mais j'ai débuté ma carrière à la télévision et à la radio, ce qui fait que j'ai travaillé de plusieurs manières l'interview. L'exercice de l'interview, sincèrement, c'est celui que je préfère. Alors, c'est un exercice assez récent qui a débuté au 19e siècle. Jusqu'à présent, enfin jusqu'au 19e siècle, en fait, on écrivait sur les gens. On leur enlevait la possibilité de s'exprimer par eux-mêmes et on transcrivait. Alors, vous savez comment ça se passe, la transcription. Elle peut être très subjective. Dans le meilleur des cas, elle est objective, mais elle peut être très subjective. Au travers de l'exercice de l'interview, le journaliste s'efface. Déjà, c'est un métier où il faut mettre son ego dans sa poche. Mais d'autant plus en interview, l'ego s'efface et là, on devient, nous, euh, un média, le média entre l'interviewé et le public auquel on destine
cette interview. Alors, ce qui est important, c'est que on va servir un petit peu de passe-plat, vous savez, comme le garçon de café avec son plateau. Eh bien, nous sommes comme ça, avec nos questions. Ça ne veut pas dire que nos questions doivent absolument aller tout le temps dans le sens de la personne qu'on interviewe. Bien sûr, on peut lui poser des questions poil à gratter, dérangeantes, parfois qui interrogent, mais on va le faire tout le temps avec délicatesse pour lui permettre, lui, de porter sa voix et de dire vraiment ce qu'il a à dire. Alors, on va préparer ensemble la future interview donc, que je vais faire de Marie-Hélène Lafont. On va se mettre en condition. Alors là, nous sommes à 1 mois et demi de cette interview. Comment ça se passe? On doit la préparer. Alors la première chose, c'est de lire l'ensemble des ouvrages de Marie-Hélène Lafont, donc sur lesquels on va lui poser des questions. Alors, les sources, Histoire du Fils, Nos vies. La première chose à faire, c'est de lire ce texte, mais de ne pas seulement le lire. Dès les premières pages, dès l'incipit, vous allez rentrer complètement en empathie avec l'auteur. C'est-à-dire que vous allez regarder les mots, le fond, la forme, et puis vous allez commencer à explorer son champ lexical et son champ sémantique. Vous allez lire ces livres avec un carnet, avec des notes, et là, vous allez relever plein de choses, plein de thématiques qui vont vous interpeller. Ensuite, vous allez laisser reposer. Vous laissez reposer les textes et vous leur laissez faire leur chemin dans votre esprit. Ensuite, vous passez au travail de recherche plus approfondi. Alors, ce travail de recherche ne diffère pas beaucoup de celui des universitaires. C'est une étude approfondie, donc où on va chercher ce qui a été écrit sur le sens du texte, toujours le fond, la forme. Est-ce que ce texte apporte des trouvailles, des choses intéressantes d'un point de vue stylistique? Est-ce que dans ce texte, il y a des assonances, des allitérations, des interrogations qui en fait sont des interros négatives? Vous voyez tout ce qui fait la patte, le style d'un auteur. Une fois que vous avez fait ce travail de source, donc vous mettez bien qui a dit quoi pour bien avoir vos références d'auteurs initiaux. Ensuite, vous allez chercher les critiques sur les livres. Qui a dit quoi? Alors, vous allez chercher, mais vraiment partout, que ce soit dans les magazines féminins, que ce soit dans les magazines spécialisés, partout. Vous allez écouter des podcasts. Vous allez vraiment écumer Internet et YouTube. Vous allez écouter le podcast de la petite librairie au fin fond de la Corrèze ou de la grande librairie parisienne pour entendre ce qu'a dit l'auteur. Et à un moment, vous allez arriver à saturation. À un moment, vous allez vous rendre compte que tout le monde dit tout le temps la même chose. Même à un moment, vous allez poser les questions avant le journaliste du podcast parce que sans arrêt, les mêmes choses vont revenir. Donc là, toujours sur vos notes, vous allez marquer, mais vraiment en gros, en fluo, ne pas poser cette question. Parce que le but de tout ce travail de recherche que vous faites, cette méthodologie que vous mettez en place, ça n'est pas pour vous inspirer, ça n'est pas pour dire alors bon, qu'est-ce qu'un tel a posé comme question que je pose la même. Non. Parce qu'imaginez bien, Marie-Hélène Lafont, comme Brigitte Giraud, comme d'autres écrivains, répondent des centaines de fois par an à des interviews. Et il n'y a rien de plus lassant
pour quelqu'un de répondre sans arrêt aux mêmes questions des journalistes. Et imaginez, pour un journaliste qui repose toujours la énième question, il y a aucune valeur ajoutée à notre travail. Donc, le but de ce travail de recherche, c'est de trouver les angles morts. Un angle en journalisme, c'est une espèce de tamis, un filtre dans lequel on met les idées et à la fin, il va nous rester, par exemple, l'angle des violences conjugales, l'angle des femmes invisibilisées, l'angle, et voilà. Et c'est là-dessus qu'on va creuser. Ça, c'est un angle. Des angles, on peut en avoir plusieurs. Alors, je vous dis que le but n'est pas de poser les mêmes questions. Malheureusement, il y a des questions qu'on est obligé de poser pour pouvoir amorcer, pour pouvoir tirer le fil. Pour le faire, on va chercher un moyen original. Je vous parlais tout à l'heure de l'incipit du roman, d'un livre, de ces premières lignes qui font qu'on plonge dedans et qu'on a vraiment envie de le continuer. Eh bien, le début de votre interview, les premiers mots de votre interview, c'est comme un incipit. Vous devez donner envie à votre interviewé, à votre interlocuteur, de vous suivre et de prendre votre pelote de laine, vous savez, comme un fil, vous lui tendez ce fil et vous allez le dérouler ensemble. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir ou écrire dans le chat? Vous pouvez intervenir quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, je crois avec le chat, c'est pas possible. Alors, si quelqu'un D'accord? veut poser une question, il faut laver la Levez la main. main. Alors, vous, ouais, vous levez la main, laver aussi, mais levez la main. Et parce qu'avec le chat, ça marche pas, malheureusement. Alors, j'attends 2 secondes pour voir. Pas de questions, je continue. Il n'y a pas de problème, vous levez la main quand vous avez envie d'intervenir. Je ferai une pause et je vous laisserai la parole. Alors, nous en sommes donc à cette métaphore du fil, voilà, qu'on va dérouler ensemble. Et je vous parlais tout à l'heure de l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité intuitive de se mettre à la place de l'autre. Et c'est pour ça que je vous disais que l'intervieweur, le journaliste, doit gommer son ego et ces questions doivent servir à mettre en lumière le travail ou la personnalité de l'interviewé. L'interviewé, Marie-Hélène Lafont, va se dévoiler et si ce travail d'empathie est bien fait, au fil des questions, comme un oignon, elle va laisser tomber ses peaux et elle va aller de plus en plus profond dans ce qu'elle va nous donner. Et parfois, on peut même avoir quelque chose de rare, c'est-à-dire que l'interviewé va nous donner une explication, va nous donner ce qu'on peut appeler en journalisme un scoop, quelque chose qui n'a pas été dit ailleurs. Je continue, je regardais s'il y avait des questions, je n'en vois pas. Donc, une interview, c'est certes un exercice journalistique, mais c'est aussi une conversation. Lorsque vous préparez votre interview, deuxième étape de notre préparation, nous avons fini d'écouter tous les podcasts, etc., etc. Nous allons faire une liste d'une vingtaine de questions par rapport à des extraits des livres, par rapport à des citations, par rapport à des sentiments que nous avons eus, par rapport à ces moments où on a eu des frissons. C'est tout un tas de choses. Nous allons jouer sur le factuel et sur le ressenti. Et nous allons construire une vingtaine de questions.
sur ces questions, sur ces 20 questions que vous allez apprendre par cœur pour le jour de l'interview. Vous n'en poserez que 6. Mais grâce aux 14 autres que vous avez dans un coin de votre tête, vous arriverez à faire ce qu'on appelle en journalisme des relances. Les relances, c'est ce ping-pong qui se fait entre l'intervieweur et l'interviewé. Donc, Marie-Hélène Lafont, vous utilisez les sources plutôt que les racines. Pourquoi? Donc, elle donne son explication, elle explique, elle explique, elle explique, elle explique. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui interpelle. On le note très vite sur son carnet. Et au lieu de passer à la question numéro 2 comme un robot, on rebondit sur cette phrase, ce mot de Marie-Hélène Lafont pour poser sa deuxième question. C'est ça, cet exercice de ping-pong. Ça paraît très fluide, très facile quand on en parle comme ça, mais ça demande en fait une écoute extrêmement attentive. Alors, jusqu'à présent, les entretiens, pour ceux qui ont déjà participé, se déroulaient entrecoupés par la traduction en polonais. Ce qui faisait que pour moi, comme pour l'écrivain interviewé, il était parfois très dur de garder le fil. Donc, vous me voyez tout le temps avec mon stylo pour essayer de me rappeler quel était le dernier mot qu'il m'avait dit, pour qu'à la fin de la traduction polonaise, je puisse rebondir comme s'il n'y avait rien eu entre sur ce dernier mot et rendre ce ping-pong fluide. Alors, ce ping-pong fonctionne comme une co-construction, d'accord? Je ne peux pas faire le boulot toute seule, mais de la même manière, un excellent écrivain ne pourra pas faire le travail tout seul s'il est face à un mauvais journaliste. Le journaliste doit énormément travailler, mais il faut que l'écrivain en face soit coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous sommes tous les mêmes. Nous avons des bons jours, nous avons des mauvais jours. Il y a des fois où on a envie d'être loquace et puis il y a des fois où on a envie de faire des réponses courtes. C'est pour ça que cette empathie, ce climat de bienveillance et d'écoute que vous allez créer avec la personne interviewée permet de faire sauter en fait ces verrous qui peuvent être liés à la longueur du voyage pour venir jusqu'à Gdansk, à la fatigue, au décalage. Il fait froid chez nous et puis il faisait très chaud à l'aéroport quand la personne est partie. Vous voyez tous ces petits détails de la vie quotidienne, mais qui peuvent vraiment polluer un échange et le rendre difficile, pas du tout fluide. Donc, par les regards, par les silences, par cette écoute extrêmement positive, euh, le journaliste, l'intervieweur doit s'adapter et doit suivre les mouvements en fait de l'interviewé. Je regarde mes notes. Et est-ce que vous avez des questions à partir de maintenant? Ou est-ce que vous souhaitez intervenir? Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, moi j'aurais une question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle François-Marc. Je voulais savoir, par exemple, est-ce qu'il est mal vu de se référer, par exemple, à une ancienne interview que Marie-Hélène Lafont aurait pu faire, par exemple, dans Les Racines des ailes, ou même dans une émission télévisée, par exemple. Est-ce que c'est mal vu d'en reparler si on n'est pas au courant, si ça s'est bien passé ou pas, mais on juge que c'est intéressant de relancer le sujet? Alors, ce que Ouais. vous pouvez faire, merci, c'est une question très pertinente. Ce que vous pouvez faire, et euh, c'est plutôt apprécié par l'interviewé, c'est de lui demander avant. Vous savez, il y a toujours ce moment où on vous présente, où on peut échanger quelques mots et vous lui dites de quoi vous allez parler. Et à ce moment-là, vous tâtez le terrain.
vous tâtez le terrain et vous dites, ah tiens, j'ai eu l'occasion de voir l'interview que vous aviez donnée, je prends votre exemple, hein, dans Les Racines et des ailes. Mhm. J'ai eu l'occasion de voir cette interview, ça s'était passé comment? Vous voyez, vous restez ouvert. Et là, en Ouais. fonction de sa réponse, elle vous dit c'était formidable ou alors ah non, c'est un très mauvais souvenir. Donc, ça vous apporte déjà une première information. Et ensuite, vous voyez si ça vaut la peine de continuer. Vous lui dites, écoutez, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Est-ce que vous accepteriez ce soir qu'on revienne dessus? Et là, elle vous dit oui ou elle vous dit non. Mais au moins, vous êtes fixé, vous ne l'avez pas piégé. Je comprends. Donc, on essaie d'avoir une espèce de boussole intérieure et évidemment, on juge par nous-mêmes, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, on n'est pas dans une interview qui a une dimension. C'est pas un chef d'entreprise du CAC 40 qu'on essaye de coincer sur Non. des malversations. Donc, en fait, il y a plusieurs types d'interviews. Et là, moi, je le mettrais plutôt du côté de l'interview bienveillante où on essaye d'obtenir les choses, mais en douceur. En douceur. Et ça, c'est une question que vous pouvez poser en toute fin d'interview. Une fois que vous avez créé un climat de confiance, une fois que la personne voit que vous êtes fiable, que vous êtes à l'écoute, que vous avez bien lu les livres et que vous avez fait votre travail, à ce moment-là, vous pouvez mettre un pied dans la porte et vous pouvez poser la question. Mais il faut faire tout ce travail de préparation. Moi, je vous avoue que je suis de la vieille école et j'ai un petit peu du mal avec les questions cash d'entrée parce que je trouve que c'est contre-productif. La personne peut se protéger et ça peut corrompre enfin pas corrompre, mais ça peut nuire à la qualité des Et réponses qui vont suivre. même totalement biaiser la discussion qui pourrait suivre, ouais, Oui, effectivement. Bon, écoutez, bah, merci beaucoup en tout cas, merci pour cette je- question, pour la réponse. merci. Et donc, donc votre prénom, pardon, c'est Marc ou c'est François? Je ne veux pas. C'est un prénom composé, c'est Ah, François-Marc. pardon, Et c'est François Marc. François au pire, et aucun mal, aucun mal. Merci beaucoup. Donc, merci. Grâce à la question de François Marc, justement, revenons sur un point qui est très important, qui est celui de l'objectif de ces interviews que nous faisons au mois de mai, dans le cadre de Flévolution. Ce ne sont pas des interviews polémiques. Elles n'ont pas pour but de faire jaillir des vérités cachées ou des complots ou que sais-je. On est dans l'exploration de textes et dans une approche linguistique, parfois psychologique, sociétale. Donc, on peut poser des questions poil à gratter et on va voir comment le faire, comment créer cette gradation. Alors, je vais voir, attendez, est-ce que je vous le fais dès maintenant? Oui, je vais partager tout de suite mon écran. Hop, on va aborder ça tout de suite. Voilà, hop, on va aller là. On va pousser Philippe Claudel pour quelques instants, on y reviendra après. Voilà, j'espère que vous voyez tous mon écran. Attendez, je pousse ça. Voilà. Alors, les typologies de questions. La première question, en fait, c'est la question déclencheur. C'est celle qui permet de briser la glace, de lancer la parole. Comment ce livre s'inscrit-il dans votre parcours? Par exemple, les sources. Est-ce que c'est un livre charnière? Est-ce que c'est un livre dont vous aviez vraiment vous aviez besoin de l'écrire pour pouvoir passer à d'autres? Est-ce que vous aviez besoin de déposer votre histoire, de dire est-ce que ça s'inscrit dans l'air du temps? Vous voyez, c'est tout ça que ça englobe. Ensuite, vous avez les questions exploratoires qui permettent d'approfondir. Donc, là, on rentre dans le détail. Que mettez-vous derrière cette notion de? Vous voyez, là, on rentre vraiment dans des points très précis. Ensuite, vous avez la question critique qui introduit une tension.
mais toujours avec douceur. Vous voyez, une main de fer dans un gant de velours, comme on dit en français. Certains critiques parlent de votre ouvrage euh, comme, et là vous citez exactement, voilà, vous prenez exactement la citation qui, où, quand, avec la date, que leur répondez-vous? Et après, si vous êtes assez en confiance et que vous voyez que au travers des jeux de regard, au travers des sourires, si vous voyez qu'il y a assez de complicité pour aller au bout, si vous voyez que la personne est consentante, eh bien, vous pouvez poser une question déstabilisante. C'est-à-dire que parmi ces 20 questions que vous avez préparées en amont, là, d'un seul coup, vous avez fait plein de connexions avec tout ce que vous a dit l'auteur. Vous pouvez sortir un petit peu de vos rails et lui dire, mais ce thème-là, finalement, en vous écoutant, il revient sans cesse. C'est une obsession, c'est une stratégie. Enfin, vous voyez, vous pouvez broder. Je vous ai mis des exemples extrêmement neutres hein, qui ne s'appliquent pas à Marie-Hélène Lafon, mais pour que vous voyez bien comment les utiliser. J'arrête juste le partage. Attendez, hop. Partager, arrêtez le partage, voilà. Euh, alors, on parlait des questions gênantes. Voilà, il y a quelque chose que j'ai marqué en note que je voulais vous dire aussi qui est important. Attendez, je marque pour pas oublier. C'est au sujet des questions gênantes. L'an passé, Brigitte Giraud vient et nous parle du décès, de la perte de son mari dans Vivre vite. Mais pas seulement Vivre vite, parce que c'est un événement qui a tellement transformé, marqué sa vie, que même son écriture est marquée au fer rouge. Marie-Hélène Lafon, dans les sources, aborde les violences intrafamiliales. Dans les sources, il est question de la violence que subit la maman, mais en filigrane, il y est aussi question de la violence des enfants. La violence que subissent les deux filles, qui ne sont pas explicitement décrites, mais que des adjectifs bien distillés laissent entendre. Et donc c'est là que la délicatesse intervient. On peut parler de tout, mais pas comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Et quand je vous parlais d'empathie, imaginez, Brigitte Giraud, ça fait un certain nombre d'années qu'elle a écrit son roman Vivre vite. Au moment où elle l'a écrit, à l'instant T où elle l'a écrit, cela répondait à un besoin et à une enquête vraiment de longue haleine qu'elle avait menée pour réassembler les pulses de sa vie et de cette perte. Kacha, tu vas me dire, il me semble que ça fait 20 ans qu'elle a écrit de mémoire, j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble que c'est ça, c'est il y a 20 ans. Non, c'est-à-dire que le Vivre vite, elle a écrit en 2020, si je me souviens bien. Ah oui, C'était... tu as raison, je Oui, comprends. mais avant, elle a écrit un autre texte juste après la mort de son mari, et dont le titre était, oh, je me souviens plus, j'ai écrit même un article sur, mais je me Euh, souviens plus. Mais de toute Moi façon, aussi, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de ouais, mémoire. c'était avant. C'était quelque chose avec avant, je crois. Oui, je veux chercher, je veux te dire. De toute façon, Non, mais c'est-à-dire il y a deux textes. Il y en a un qui date d'il y a quelques années. On les revient 20 ans après la disparition de son mari. Et il y avait un autre texte qui avait été écrit juste après la mort de son mari. ouais. Et alors, merci, merci Kacha. Et donc, en fait, Brigitte Giraud, nous, on la voit comme la femme de la perte. Mais elle a écrit un livre, elle a déposé cette histoire et dans sa vie de femme, dans sa vie privée,
et on lui souhaite, elle est sûrement passée à autre chose. Et nous, on pense faire notre travail de journaliste et on est là et sans arrêt. Oui, et alors, et cette perte, et votre mari? Et, et c'est pour ça que on doit se mettre en empathie et vraiment réfléchir à la manière dont on va parler de ça avec cet écrivain, mais qui est avant tout une femme, un être humain, qui est comme un palimpseste. Vous savez, les palimpsestes, ce sont ces textes antiques d'Ovide qu'on grattait au Moyen Âge pour récupérer la peau, et puis dessus, on mettait les mémoires de Saint-Augustin, et puis après, on mettait un autre texte, et un autre texte, et un autre texte, et un autre texte. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, quelques heures, déjà plusieurs jours avant l'interview de Brigitte Giraud, ça m'angoissait énormément. Énormément. Et pour vous dire sincèrement, jusqu'aux premiers instants où je me suis retrouvée assise à côté d'elle, j'avais honte. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement parce que c'est le sentiment que j'avais. J'avais honte devant tout le monde de lui demander encore une fois d'ouvrir cette boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis creusé l'esprit, je me suis creusé la tête et c'est là qu'il faut faire appel aussi à son intuition. J'ai étudié la littérature, j'étais à l'université en lettres modernes avec une mineure philosophie latin, donc je compatis s'il y en a parmi vous qui font aussi des langues anciennes. Et j'avais une excellente professeure de littérature qui nous disait que, bien sûr, la littérature, il y a les textes, mais il faut se laisser prendre par la musicalité et par les émotions que ça crée. C'est pour ça que je vous parlais du champ lexical, que je vous parlais du champ sémantique, des allitérations, des assonances, des mots qui vous évoquent des images, qui vont vous donner des frissons. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec Brigitte Giraud pour pas réouvrir encore ce cercueil. Et là, d'un seul coup, j'ai pensé à Anna Langfous. Euh, il se trouve que j'ai un ami qui est réalisateur à France Culture, qui travaillait à ce moment-là sur un très beau documentaire qu'il a fait sur Anna Langfous. Et on en discutait beaucoup tous les deux. Et il me disait, oh, vraiment, mais pourquoi tu n'as pas lu Anna Langfous? Pourquoi quand même prix Nobel? Pardon, lapsus. Prix Goncourt. Prix Goncourt. Et d'un seul coup, je dis, mais attends, moi aussi, attends, je fais une interview de Brigoncourt. Attends, Anna Langfous, attends, je vais trouver quelque chose. Et puis, plus il m'en parlait, plus il me parlait de la perte dans l'œuvre d'Anna Langfous, etc. Et plus ça a fait le chemin, je me suis dit, tiens, peut-être que mon incipit pour commencer mon interview de Brigitte Giraud, c'est ça. Alors, en 2 mots, voilà, je vais vous dire comment j'avais commencé. C'est peut-être juste pour préciser, alors ce texte, ça s'appelle À présent, c'était en 2001, Oui. ce petit récit, et Vivre vite, c'est en 2022. Ah oui, merci. 2022 à présent. Ouais, 2001. Alors, une fois que Katarzyna a fait la présentation, ben moi, il a fallu que je me lance. Et ma première question, c'était Brigitte Giraud, bienvenue en terre natale d'une autre primée au Goncourt en 1962, Anna Langfous, pour Les bagages de sable. Rescapée de la Shoah, elle incarne une voix littéraire rare à la croisée de l'expérience historique et de la reconstruction intérieure. Le douloureux travail de deuil du survivant, la mélancolie, ce sont aussi des sentiments qui habitent vos mots à toutes les deux. Et là, j'ai pu enchaîner avec Vivre vite. Avec Vivre vite, vous déroulez un fil, celui de la perte brutale de votre mari Claude, le 22 juin 1999. Tout cela imbriqué dans une construction savamment élaborée. La structure du roman est en hypothétique si. Elle vous est venue comment? Est-ce que vous voulez bien nous ouvrir votre carnet de notes et nous expliquer l'élaboration de ce roman? Cette structure qui rappelle Georges Perec, comment s'est-elle imposée à vous?
Vous voyez, je l'ai, j'ai fait en sorte de lui créer, de l'envelopper de son costume d'écrivain. Je ne m'adressais qu'à l'écrivain. Le seul mot personnel, c'était Marie. Mais j'étais obligée de le dire. Mais tout le reste était de la sphère professionnelle, du domaine de son travail d'écrivain. Et à partir de là, elle a répondu et elle a pris ma bobine de fil et elle a accepté de tirer mon fil ainsi. Et je me pose la même question actuellement pour Marie-Hélène Lafont. Donc, j'en suis encore qu'au stade des recherches. Et parce que dans les sources, il est évident que Marie-Hélène Lafont parle de son histoire. Donc, vous me direz que si elle l'écrit, c'est qu'elle l'assume. Alors moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que quand on écrit les choses, on les assume tout le temps? Vous voyez, ça, c'est une question que je lui poserai parce que c'est quelque chose qui m'interroge. On peut avoir envie, besoin de le déposer, mais est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à en parler? Écrire, c'est une chose. Publier, c'est une chose. Mais l'écrivain, c'est pas une rockstar, il n'a pas besoin d'être sur scène ou de faire 20 millions d'interviews. Ses livres peuvent se vendre sans qu'il ait besoin de parler partout. Donc, est-ce que ce n'est pas une violence d'obliger aussi les auteurs à parler de certaines choses? C'est une question que je me pose puisqu'on parle beaucoup de consentement aujourd'hui. Voilà, donc je mets ça dans un coin de ma tête et j'ai encore 1 mois et demi pour y réfléchir. Alors, j'ai un petit peu abordé plein de choses déjà que je voulais vous dire. Sur l'angle, je vous en ai parlé, la sélection des questions, l'orientation implicite de l'échange, la hiérarchisation des thèmes. Le ping-pong, on l'a dit. Une interview réussie, oui, il y a une progression. Voilà, on va de plus en plus profond. Vous voyez, c'est l'inverse du palimpseste. Là, on enlève toutes les couches du palimpseste pour revenir au texte original. Est-ce que là, vous avez des questions? Déjà, on a bien avancé dans l'entretien. Est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que vous souhaitez juste intervenir? Est-ce que vous avez des remarques? Alors, je vous partage maintenant un article que nous avons fait suite à la rencontre avec Philippe Claudel. Faire une interview, c'est bien. Attendez, je pousse juste cette petite fenêtre pour que vous voyez bien. Faire une interview, c'est bien. Mais il y a une vidéo à la suite de cette interview, c'est encore mieux, mais c'est aussi bien d'en garder une trace écrite. Et c'est là que va commencer la deuxième partie de mon travail, qui va être de transcrire tout ce que nous avons dit sur scène pour en faire un article. Alors, comme l'interview dure en général 1 heure à peu près, et que 1 heure d'interview, ça fait 12 pages Arial 11 à peu près à la louche, là, pour Philippe Claudel, nous avons choisi de garder les meilleurs moments de son interview. Donc, on réécoute tout et on choisit les passages les plus marquants. Alors, pour les lecteurs qui ne participent pas à l'événement, qui ne savent pas ce qu'est Flévolution, etc., là, nous faisons un chapeau. En fait, là, vous avez le premier chapeau. Découvrez les meilleurs moments de l'interview de Philippe Claudel, grand habitué de la Pologne, enregistré en public, et ainsi de suite. Et en dessous du chapeau, là, vous avez une sorte
d'avertissement. Vous savez, comme les youtubeurs appellent ça le disclaimer. Voilà, c'est un petit peu ça, où on contextualise, on explique dans quel cadre l'interview a été faite. Voilà, donc si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans les commentaires. Si j'y arrive, je ferai ça après. Comme ça, vous pourrez revenir sur l'article si vous le souhaitez. Ensuite, on présente Philippe Claudel en quelques dates, toujours pour le lecteur qui ne l'a pas lu, qui aurait envie, etc. Et là, on attaque l'interview. Donc avec les meilleures parties. Le point de départ, c'était regarder de près. C'était la thématique de cette année-là et du concours photo. Ensuite, dans cette transcription, vous voyez, vous reconnaissez ces fameuses parenthèses avec les 3 petits points. On coupe dans le texte parce qu'on ne peut pas garder des pavés entiers. Donc, on sélectionne des choses. Par ailleurs, il faut réécrire. Il y a toute la partie, une interview orale, ça n'est pas une interview journalistique. Il faut rajouter toutes les négations. Il faut rajouter les négations complètes, je veux dire les ne pas, les ne plus, les ne rien. Il faut rajouter des connecteurs logiques, ainsi que, pour que, néanmoins, etc. Vous ne dénaturez pas le texte, vous ne le transformez pas, mais vous ne pouvez pas publier le texte d'un écrivain sans les négations complètes ou avec des phrases bancales. Et lorsque nous parlons tous, nos phrases sont pas toutes bancales, mais à l'écrit, nous ne les écririons pas de la même façon que nous les disons. Donc, ça demande en fait un énorme travail d'écriture et chaque paragraphe, chaque phrase sont réécrites. Vous avez la vidéo en dessous, vous pouvez écouter et comparer si vous voulez. Alors, je voudrais vous montrer un extrait spécifique de cette vidéo. On va aller ici, 47-53, je pense qu'on est bon. Normalement, le son fonctionne. Ce qui est incarné par les autorités, le maire, le médecin, et ce qui est incarné par l'instituteur qui, lui, est plus un idéaliste. No i w książce to jest z jednej strony idealista, nauczyciel, a z drugiej ci, którzy są przy władzy, czyli mer, komisarz i tak dalej. Nous reviendrons sur le thème des... Alors, c'est là qu'il faut bien écouter et je vais vous demander plusieurs choses. Vous allez regarder le fond et la forme. Alors, vous allez écouter le fond et vous allez regarder la forme. Vous voyez, il y a la traductrice entre nous et nous sommes assez loin, Philippe Claudel et moi. Alors, il faut quand même créer un lien. Et vous voyez, c'est dans la posture que ça se crée. Quand je vous disais que l'intervieweur, c'est comme un garçon de café, vous allez voir, mon corps, je me penche à l'avant. Je me penche vers l'interviewé pour lui montrer mon attention. des migrants si nous avons du temps. Mais j'aimerais qu'on passe maintenant au film Enfance qui va être projeté ce soir. A teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do filmu, którego projekcja odbędzie się zaraz po tym spotkaniu, do dzieciństwa. Un film social. To jest taki film społeczny. Comme Archipel du chien, où la poésie enveloppait le drame. Ce qui m'a frappé dans Enfance, c'est le côté pictural. Więc tak jak poezja występowała w Archipelagu Psa, to tutaj mamy wątek społeczny. L'histoire de Jimmy, un redoubleur professionnel. Bon courage pour la traduction. Oui, historia Jimmy'ego. Qui redouble beaucoup. Il a déjà redoublé 2 fois, il a 13 ans, il est en CM2. Wieczny,
tak, w szkole to się mówiło o nich przerośnięci, czyli ci, którzy powtarzali kilkakrotnie wszystkie klasy. Il est en troisième classe et il a 13 ans. En troisième classe. 13. On ma 13 lat, a jest tam, nie wiem, w pierwszej czy w drugiej klasie. Troisième classe. Trzeciej klasie. Ale jest różnica, Państwo wiedzą, między klasą francuską i polską. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce jeune garçon complètement abandonné, vous le filmez avec une délicatesse et une poésie. Mais ce qui m'a saisi, c'est la scène d'ouverture. J'ai dû la regarder 2 fois. Opisuje go Pan w sposób taki właśnie bardzo poetycki, delikatny, ale to, co mną wstrząsnęło, to była ta scena otwarcia na początku. J'ai dû la regarder 2 fois parce que j'ai pensé au départ que c'était Jimmy. I musiałam to przeczytać 2 razy, bo na początku myślałam, że to jest Jimmy. Cette contre-plongée sur ce garçon, le regard tourné vers la droite, vers l'avenir, ce t-shirt jaune flamboyant sur ce ciel bleu fort, on le sent enraciné même si on ne voit pas ses jambes. Więc on ma żółtą, taką jaskrawo żółtą koszulkę, patrzy w prawo, czyli w przyszłość. Et je comprends après, quand la caméra glisse vers le groupe, que c'est pas lui le leader, que le leader c'est le pauvre habillé comme l'as de pique, ce pauvre garçon. Dopiero jak przeczytałam to drugi raz, to zobaczyłam, że to jest właśnie takie bardzo filmowe, że to nie o niego chodzi, tylko kamera się przesuwa na tego biedaka, źle ubranego. C'est votre touche, ça, d'écrivain, de pouvoir faire parler ainsi les images. Czy to właśnie jest Pana cecha jako pisarza, że potrafi Pan używać obrazu? Mais je suis content que vous parliez de ce premier plan parce qu'on m'en a jamais parlé. Cieszę się, że Pani poruszyła ten pierwszy plan, ponieważ nigdy o tym nie mówiłem. Et bien entendu, dans un film, rien n'est laissé au hasard. Oczywiście w filmie nic nie jest przypadkowe. Mais généralement, dans un film, quand même, on vous montre ce que vous avez envie de voir, enfin ce qu'on a envie de voir. Znaczy, bo w filmie pokazuje się wam to, co chcecie zobaczyć. Mais moi, le premier plan, c'était une façon de dire, regardez bien ce garçon. Natomiast mnie chodziło w tym pierwszym planie, spójrzcie na tego chłopca. Il est beau, il est fort. Jest piękny, jest silny. Mais c'est pas son histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ale to l'autre. nie jego historię chcę wam opowiedzieć. Je vais vous raconter ce que vous ne voulez pas regarder, en fait. Là où vous ne voulez pas voir. Oui. To znaczy, chcę wam opowiedzieć to, czego nie chcecie zobaczyć. Et c'est tellement vrai que personne n'a voulu voir mon film. No i to jest prawda, bo nikt nie chciał oglądać mojego filmu. Non, ici ça va être un très grand succès parce que vraiment je vous le recommande sincèrement. Non, mais Znaczy, ja naprawdę bardzo wam polecam ten film. c'est vrai ce que je dis, Bénédicte. J'en ris maintenant parce que Oui. du temps a passé. Znaczy, ja się teraz z tego śmieję, no bo już jakiś czas minął, Mais cette chronique sociale, puisque c'est une chronique sociale, ale ta kronika społeczna, bo to jest kronika sur un społeczna, enfant qui est obligé d'être plus adulte que les adultes, o dziecku, które musi być bardziej dojrzałe niż dorośli, qui est obligé de grandir dans un milieu difficile, które musi wzrastać w bardzo trudnym środowisku, entouré de trentenaires qui sont à la dérive. w otoczeniu 30-latków, którzy się staczają. Et ben, quand c'est sorti en France, personne n'a voulu le voir. I jak to C'est się des choses qu'on ne veut pas ukazało voir. we Francji, to Alors, je reviens. Alors, j'ai choisi de vous présenter ce passage. Attendez, je vous copie juste le lien vers l'article. Ah, la conversation n'est pas disponible. Mince, comment je peux faire? Bon, je voulais... Pardon, c'est pas possible. Par contre, sur le site fleuvolution.eu, il y a ce volet, je sais pas comment appeler ça, ce morceau où il y a tout sur la presse, sur le petit journal et D'accord. notre coopération, et on va y trouver aussi cet article. Ou sinon, je vais aussi envoyer dans le mail pour nos participants et participantes, si tu me l'envoies. Bien sûr. Alors, j'ai choisi de vous passer ce passage parce que là, c'est la dernière question que je pose à Philippe Claudel. On n'a plus le temps. Kacha me fait des gestes désespérés. Stop, 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 c'est fini. Et
là, je joue mon va-tout et je transpire à grosses gouttes. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais ma voix tremble. Mes mains tremblent en tenant mes feuilles et je me dis, je me jette à l'eau. J'ai vu le film de Philippe Claudel, je sais qu'il a été descendu par la presse. Je sais qu'il a été quasiment ostracisé par les professionnels du cinéma. Mais moi, cette scène d'ouverture du film m'a profondément touchée. J'ai dû sincèrement la regarder 2 fois. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien filmée. J'ai fait des études de cinéma, de documentaire sociologique, donc j'étais sensible à ces images et j'ai suivi mon intuition. Et en toute fin d'interview, comme nous avions créé, on va dire, une relation de connivence qui était extrêmement agréable et qui faisait que l'échange était fluide, j'ai tenté le tout pour le tout. Euh, je ne sais pas si vous voyez, comme nous sommes entrecoupés par la traduction, ma question est laborieuse. Elle est longue, mais elle doit être longue parce que je dois argumenter. Il y a derrière, il y a voilà, il y a ce que j'ai ressenti. Moi, je veux savoir si j'ai bien vu ce que je pense avoir vu. Et là, quand Philippe Claudel me remercie pour cette question, il y a un soulagement que je ne montre pas, bien évidemment. Je ne peux pas faire comme ça dans mon fauteuil en public, mais il y a un soulagement sincère où je me dis, à ce moment-là, en tant que journaliste, je n'ai pas perdu ma soirée parce qu'alors que son film a été descendu, moi, j'ai vu quelque chose que les autres n'ont pas vu et je lui ai donné la possibilité de parler de ce film de la manière qui lui tenait à cœur. Parce que si vous avez l'occasion de voir ce film qui est disponible sur les plateformes de streaming, Philippe Claudel apparaît en professeur de tennis à la fin du film et il y a quelque chose aussi qui se rattache à son histoire. Voilà, j'espère que j'aurai été claire sur ce dernier point autour de cette question sur Philippe Claudel. Dites-moi si ce n'était pas clair et si vous voulez que j'y revienne ou si vous avez d'autres questions. Je vous laisse le temps de me répondre. Et alors, un dernier conseil pour, là, je m'adresse aux étudiants. Si vous êtes amené à faire des entretiens, des interviews pendant pour vos mémoires, dans le cadre de vos études, ce qui peut vraiment vous aider, en plus de vos questions, c'est de vous préparer en fait une petite liste de connecteurs logiques qui vont vous permettre de donner des coups de pouce à vos relances. C'est vrai, par exemple, pour accepter une opinion ou une thèse. C'est vrai, certes, de toute évidence, il est vrai que, sans aucun doute, pour ajouter une idée ou un argument, de plus, de surcroît, ainsi que, aussi, pour ajouter une idée encore, pour ce qui est, sans compter que pour établir une alternative, ou bien, ou pour exprimer un but, à cette fin, à cet effet, de sorte que. Vous voyez, quand on est dans le feu de l'action, ce sont des choses qu'on oublie avec la fatigue, parce que ça demande aussi beaucoup de tension intellectuelle. Le vocabulaire s'appauvrit. Et donc, d'avoir ces fiches de survie avec vos connecteurs logiques ou avec des petites phrases toutes faites, ce sont comme des petites bouées au moment où on a le cerveau qui fume. Ça nous permet de nous rattacher à des éléments concrets, à ne pas perdre le fil et à montrer à notre interlocuteur qu'on est toujours là. On est dans l'énergie, on écoute, on est là, on est au garde à vue.
Euh, Voilà, donc ces listes de connecteurs logiques, vous pourrez les demander à vos professeurs, vous les avez sur Internet, mais ça, c'est vraiment important. J'espère que cet entretien vous aura apporté des choses. Et vraiment, si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses en plus, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Bénédicte, alors je fais pour résumer, je réussis à trouver quelques mots clés. Alors dites-moi si j'ai bien compris ton propos. Alors d'abord, gommage de Lego, ce qui pourrait être extrêmement difficile, je crois, pour certains d'entre eux. Lecture et écoute attentive. C'est pas lecture de texte, mais aussi il faut savoir écouter. Compassion, fluidité, Pardon, structure, empathie plus que compassion. Je dirais empathie. empathie, ok, empathie, Parce que la fluidité. personne peut dire des choses qu'on déteste ou qui nous dérangent, mais on ne juge pas. Voilà, on Touche pas. accepte. Oui, voilà, il faut être neutre aussi. Adaptation, alors il faut adapter, il faut aussi s'adapter, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il faut être euh, une bonne transcription, mais aussi courage. Il faut être courageuse, il faut être courageux, n'est-ce pas? Ne pas avoir peur finalement. Il faut se préparer psychologiquement, ça arrive. Il faut se préparer à ce que la personne, sur une question, réagisse mal. Ça, ça ne m'est jamais dans le cadre, mais dans l'ensemble d'une vie professionnelle qui date maintenant de plus de 20 ans, ça arrive. Ok, donc. Ça arrive. Et si je peux te poser une question, je sais que finalement, pour Fluvolution, pour Atelier littéraire à Point Gdańsk, tu as interviewé trois hommes et une femme, n'est-ce pas, je crois, pour l'instant? Parce qu'il y avait, oui, il y avait Philippe Claudel, Patrick Deville, Hervé Letellier et une femme, Brigitte Giraud. Est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile pour toi en tant qu'une journaliste de parler avec une femme, une écrivaine, ou avec un homme, un écrivain, ou il n'y en a pas? Euh, Ah, alors, plus largement, si j'ouvre le spectre et que je regarde rétrospectivement sur les plus de 20 ans d'expérience en journalisme et sur ce qui fait la différence, je dirais qu'elle est générationnelle Mhm. et qu'elle dépend du rapport que la personne, pas moi, mais que l'interviewé a avec les femmes. Il y a ceux Ah, qui ok. vont me regarder comme si j'étais leur fille. Il y a ceux qui vont me regarder comme une journaliste, comme une professionnelle. Mhm. Il y a, voilà, je ne suis pas dans leur tête et je ne veux savoir. Je, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'ego et moi je m'efface, mais volontairement. Je m'efface. Quand je leur souris, c'est un sourire de garçon de café qui apporte sa question. Mhm. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils peuvent ressentir. Parce que c'est vrai, on peut tous euh, créer des sentiments de rejet, de gentillesse, voilà, mais je garde ça loin de moi. Ça ne me concerne pas. Ok. Mhm. Merci. Allez, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, Bénédicte. Est-ce que vous avez des choses au sujet de Marie-Hélène Lafont? Est-ce que vous avez déjà des idées de thématiques, de choses que vous aimeriez savoir sur elle, que vous n'osez pas lui demander? Et vous vous dites, tiens, peut-être que Bénédicte, elle pourrait les demander pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intrigue?
Ok, non, peut-être c'est juste le 28. On va te dire juste avant le 28 Oui. mai, on va te chuchoter quelque chose à l'oreille. Alors, merci Bénédicte. On se voit tous le 28, Oui. à Institut Kulturniski à Gdańsk, où tu vas parler avec Marie-Hélène Lafont. Merci infiniment Mm. pour ton entretien et aussi merci pour tout ce que tu fais pour Fluvolution. Tu es vraiment notre trésor. Merci, Merci. c'est très gentil, merci, mais le projet est magnifique, donc c'est un plaisir de le soutenir. Bravo aussi, Kacha, pour ton engagement. Mm. Et désolé pour mon chien qui commence vraiment un petit problème, mais je sais pas si vous entendez, mais il fait vraiment de bruit Non, on n'entend bizarre. rien du tout. On Ok, n'entend rien. On n'entend rien désolé du pour tout. lui. Mm. Ok, Kacha, merci. j'ai une petite question sur Marie-Hélène Lafont. Est-ce qu'on peut rester nous connecter ou tu préfères Oui, on peut le rester connecté. Alors, pour tous les autres, merci. L'enregistrement va être disponible, je crois, la semaine prochaine. Il faut que je le travaille un petit peu et je vais vous envoyer le lien via mail. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à tous, merci de Merci. votre écoute. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir à tous. Madame Bénédicte, Oui, je pourrais poser encore une question par rapport mais ouais, bien c'est sûr, je vous en prie, le dernier je moment, vous en là, prie. dans le dernier moment. Moi, j'avais une question. En fait, je sais pas à quel point ça peut être justement. Enfin, j'ai pas envie que ça soit dérangeant de poser cette question, mais en fait, j'avais lu Claude Simon quand j'avais été au FILAF à Perpignan. On devait lire Claude Simon, l'écrivain. Et j'avais ressenti un peu la même chose en lisant Claude Simon qu'en lisant Marie-Hélène Lafont par rapport à la construction en fait, des phrases, pas dans le sens esthétique de la phrase, de la construction, plus justement dans là où Claude Simon met très peu de virgules et très peu de points et impose une manière d'écrire avec des phrases qui sont longues, parfois on ne voit pas la fin. Là, il y a Marie-Hélène Lafont qui intervient beaucoup dans ses phrases avec des virgules. Et je voulais Mhm. savoir si aborder, on va dire, cette espèce de dialectique non voulue ou peut-être voulue pourrait être une bonne chose au moment de la discussion ou enfin poser ce genre de questions. Je voulais juste savoir Euh, si c'est peut-être mal vu ou pas forcément. Enfin, je ne sais pas comment l'aborder. si vous voulez, non, parler de son rythme, du souffle de son texte, non, c'est très pertinent. Alors après, je ne sais pas si vous voulez parler de Simon en même temps, parce que elle, je ne sais pas quel est son rapport à Simon. Je n'ai pas encore assez fouillé. Oui, c'est-à-dire, il y a un ambassadeur de Marianne Lafont qui est apparu, je sais pas où, où elle cite ouvertement que Claude Simon, Ah ouais? qu'elle s'inspirait beaucoup de lui. Oui. Mhm. Ok, Je peux vous d'accord. envoyer D'accord. aussi le lien pour voir cela, c'est-à-dire que finalement, elle a beaucoup travaillé sur lui, donc je crois que Oh, on peut lui ça poser serait cette question. Alors, plaisir parce que du coup, alors justement, je me votre dis. question est Ouais. complètement pertinente à ce moment-là. Oui, s'il y a citation par l'auteur lui-même, c'est totalement pertinent. Ok, Mhm. je savais pas du tout, mais parce que, enfin, je sais pas, je voulais peut-être suivre mon instinct, mais j'avais un peu peur peut-être de me prendre un mur justement en me disant bon bah peut-être que c'est moi qui suis parti trop loin dans l'analyse du texte, mais ok, bah, je suis content, je veux bien recevoir ça par Ah, je mail, vais vous envoyer, oui, avec le lien pour l'enregistrement, je vais vous envoyer trop bien. c'est assez intéressant comme texte aussi. Mhm. Je vais vous envoyer aussi à toi, Bénédicte. Ouais. Oui. Bah, Bah, merci pour l'info, du coup. bah, merci Mhm. à vous. Ouais. J'avais vu Merci. le petit journal déjà avant de m'installer en Pologne, donc j'avais déjà vu plusieurs choses, donc c'est trop cool ce que vous faites, voilà. Si je peux me permettre, Bah, voilà. merci beaucoup. Bah, merci. Trop bien. Merci. Merci beaucoup, Au merci revoir pour et tout. à Merci pour ce bientôt soir. alors au 28. À bientôt. Au Mhm. Oui, revoir. carrément. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu vois, Et il y a mon... Foufou, est-ce qu'il a une question? Non, non plus. Il n'y a plus. Ouais, il y en a plus. Désolée, mais
Bon, je suis désolée, mais il était toujours en train d'entrer, de sortir, Mais d'entrer, non, de sortir. Et donc tu vas couper coucou, Ah oui, tu je vas coupe. couper la fin et tu vas couper le début aussi Oui. parce que Oui, moi, je les veux questions déjà... quand on peut. Oui, je